Merci beaucoup de venir assister à cette petite présentation. Donc, en deux mots, je vais essayer d'aborder trois chapeaux, comme vient de le dire Clarisse. Je vais juste un tout petit peu les préciser. Donc, je vais faire un petit peu des sauts de puce par rapport à mon parcours. Peut-être une notion importante, je suis musicien, donc ça, c'est à intégrer. Je viens plutôt d'un domaine électroacoustique à l'origine, puis après de la musique mix du côté de l'IRCAM. Et donc, mon parcours, bien sûr, a été orienté vers la musique contemporaine, mais toujours avec des ramifications à la fois dans la danse, dans le théâtre, l'installation, les arts en général. Et aussi aujourd'hui, à notifier que je travaille depuis 5 ans à la Biennale de Venise. Et donc, je suis en charge de pas mal de choses là-bas pour à la fois faire des créations musicales, mais aussi des installations et un certain nombre de choses. Donc, dans ce parcours-là, je vais essayer de vous présenter trois grands sujets qui m'intéressent moi. Le premier, ça va être Yanix, un logiciel que j'ai développé dans la fin des années 90. Je vais vous raconter la genèse et un petit peu tout ce qui s'est passé. Un deuxième chapeau, effectivement, sur l'illusion sonore, la psychoacoustique, est un petit peu je dirais, ma tasse de thé, dans lequel on travaille depuis assez longtemps en partenariat avec l'IRCAM, enfin moi en partenariat avec l'IRCAM, mais même beaucoup de gens autour de ça, sur les problématiques à la fois de rendu d'illusion sonore et tous les troubles qu'on peut trouver dans le spectacle vivant pour à la fois proposer au public quelque chose qui peut être de l'ordre de on va dire, un renforcement acoustique, comme ça s'appelle, mais aussi, et c'est ma spécialité, la spatialisation. Donc le fait de pouvoir déplacer un objet dans l'espace et de, à travers ça, proposer au public une immersion. Alors bon, le mot immersion, il est un peu galvaudé comme beaucoup d'autres, autour de ça. Donc ça va être le deuxième chapeau qui va évidemment m'intéresser. Un troisième projet sur lequel je vais aussi un petit peu plus m'orienter, c'est un projet que j'ai monté au Panthéon, donc à Paris, qui est une installation pérenne, donc là, avec toutes les problématiques que ça comprend, et le dispositif qu'il a fallu mettre en place et toutes les problématiques que j'ai rencontrées au cours de ce projet, qui est un projet de très longue haleine, très compliqué, à la fois techniquement, mais même, et donc cette genèse est assez intéressante. Donc on va avoir à la fois du développement, donc Yannick, vous allez voir, c'est une plateforme, un framework assez intéressant pour travailler sur un petit peu tout ce que j'avais mis d'ailleurs dans le résumé. On peut dire par là, par exemple, on a besoin d'outils dans le domaine des modèles physiques. Moi, je lutte contre la linéarité. Donc, moi, je suis un homme non linéaire. Donc, je vais chercher de la friction, notamment quand je vais déplacer une source. Je vais chercher du bruit. Enfin, je vais essayer d'être le plus proche, finalement, possible de ce que nous entoure aujourd'hui les éléments composés. C'est les modèles physiques, hein, globalement. Donc, ça, la mécanique des fluides, les gravités, toutes ces choses-là. Donc, on va voir que Yannick peut être une plateforme qui peut nous intéresser. Puis après, on survolera peut-être deux, trois petits projets intéressants dans lesquels il y a eu des enjeux de recomposition, de langage de modèles qui m'ont permis de recomposer. Donc, en fait, quels sont finalement peut-être les petits inputs qu'on va pouvoir trouver. Donc, je vais essayer d'être à peu près concis autour de ça. Donc, je vous propose dans un premier temps d'aborder plutôt Yanix, donc qui va être la base de travail en fait de ces éléments-là et sa genèse autour de ça. Ah, bah si je clique, ça marche pas. Je commence bien. Ah, si, il faut que je clique sur le truc. Alors, deux, trois mots quand même, parce que ça me paraît nécessaire. Je sais, vous êtes tous proches de la musique et d'un certain nombre de choses, mais quand même, ça me paraît quand même être important de la genèse de ce projet-là pour comprendre qu'en fait, finalement, la seule chose qui va m'intéresser dans toute cette présentation, c'est la partition. Qu'elle soit électroacoustique, qu'elle soit musicale, traditionnelle, que ce soit une partition d'orchestre, que ce soit une partie séparée, peu importe, mais globalement, c'est ce qui va m'intéresser. Et on voit déjà que dans les années à peine 60, on se retrouve déjà avec des problématiques d'écriture très, très significatives de Xenakis, où vous voyez sur le côté gauche, effectivement, une notation, donc on a une relation directement à la hauteur qui est assez intéressante, mais on voit que lui, il va s'intéresser dans cette pièce à quelque chose de très intéressant, ça va être des pizzicati sur un certain nombre de choses, et on va avoir à chaque fois un glissando qui va s'associer autour de ça. Donc ça, c'est des choses. On peut juste peut-être écouter si jamais il y a du son. Ah, il n'y a pas de son. Non, mais, Ça va pas être terrible s'il n'y a pas de son. présentation sur la musique, oui. Bon, on verra. Ah non, c'est peut-être non, c'est peut-être du. Ah voilà, pardon, c'était bien ça. Voilà, si je clique à chaque fois et que c'est le truc, enfin peu importe. Voilà, donc on se retrouve ici. Je vous fais juste écouter un. Ah, mais ça sort que là, c'est normal. Bref, en tout cas, là, on est dans un cluster, hein, donc évidemment, vous connaissez tous là ça autour de ça. Mais comment écrire ce type d'approche? Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait moi à la base, en fait, pour pouvoir en fait essayer de travailler sur comment finalement, si j'introduisais une troisième dimension dans une écriture traditionnelle, qu'elle soit électroacoustique, qu'elle soit une écriture normale sémantique,
qu'est-ce que ça pourrait faire? Si je prenais mon stylo que je sois capable de lever, qu'est-ce que je fais de cette dimension? Qu'est-ce qu'elle m'amènerait potentiellement? Donc, ça va être le résultat, va en être évidemment de Yannick. Donc, on va retrouver aussi, bon, je fais comme ça, mais ça va être rapide, hein. Je fais juste quelques petites relations comme ça aussi à l'écriture en général, moi, m'ont posé beaucoup de problèmes, hein. Donc, moi, je viens de cet univers-là, hein, pour que les choses soient extrêmement claires. Donc, on passe les choses relativement vite. J'ai eu la chance d'être assistant de Karl-Heinz Stockhausen dans les années 80, donc sur lequel, avec lui, en dehors de l'aspect, je dirais, de l'écriture musicale, ce qui m'a énormément fasciné, c'est que d'entrée de jeu, il m'a mis dans un postulat de on va spatialiser les choses. Alors, c'était pas la première fois, on avait Mozart déjà qui avait fait ça, donc des groupes d'instruments musicaux, des petits groupes qui étaient disposés dans l'espace avec des bougies ou avec ce qu'on veut. Mais globalement, lui, Stockhausen m'a toujours fait au moins enfin plus que ça, mais globalement, on m'a toujours donné les clés pour pouvoir spatialiser en général. D'affaison acoustique au début, et après avec évidemment des dispositifs électroacoustiques, donc des haut-parleurs qui permettaient de pouvoir simuler cette reproduction. Bon, évidemment, John Cage aussi m'intéresse autour de ça. Alors, c'est l'écriture finalement qui pourrait plus m'intéresser que les éléments. Alors ça, Varèse, poème électronique, c'est aussi pour moi fondamental, puisqu'on va parler de Xenakis, vous allez voir. Évidemment, le poème électronique, enfin évidemment pour ceux qui ne le savent pas, le poème électronique a été la pièce d'Edgar Varèse qui a été fait en 1958 à l'exposition universelle pour le pavillon Phébus, que Xenakis, en tant que mathématicien, architecte et musicien, avait fait. Donc là, on voit une représentation du poème électronique autour de ça. Donc on est sûr que le son, il arrive là. Le son qu'il y a ici, non, on n'est pas sûr. Les personnes qui sont à distance, vous entendez le son? Bon, peu importe, c'est pas très grave. Alors Pierre-Henri aussi, hein, c'est pareil sur l'écriture, on a beaucoup, moi j'ai travaillé avec lui aussi un petit peu, j'ai eu la chance, bon j'ai pas fait grand-chose, en fait il m'avait demandé un truc absolument génial, mais c'est une petite anecdote, mais je la raconte. En fait, il a une maison que vous voyez ici, il invitait les gens, peut-être vous avez eu la chance de vivre cette expérience-là, il avait une très belle maison, et en fait on pouvait se déplacer, cette maison possédait plusieurs étages, et donc ce qu'il voulait faire, c'était que les gens puissent se balader dans sa maison, et vous voyez, il y a des transducteurs, des haut-parleurs qui sont un petit peu partout, et les gens avaient un voyage, mais un voyage local à l'intérieur de la maison. Et en fait, il était un petit peu embêté parce que lui, il était obligé de mixer en bas, donc avec un contrôleur, une table de mixage, tout bêtement. Donc, il m'avait demandé de lui faire comme on avait à une certaine époque dans les cinémas, on avait des vendeuses de glace. En fait, les personnes venaient dans le cinéma et vous vendaient une glace. Donc, on avait un petit panier en osier. Donc, je lui ai fait un petit panier en osier avec un gros bouton bakélite et qui permettait en fait de gérer le niveau autour de ça. Alors là, on va commencer à arriver sur ce qu'on va aborder finalement, j'y vais tout doucement. Donc on est en 1978 ici, c'est une représentation donc d'un spectrogramme, hein, donc qui nous permet d'avoir une analyse à la fois de l'énergie, mais en même temps du temps et puis de la pression. Donc autour de ça et surtout de la fréquence, hein, donc on va avoir une colorisation qui va nous permettre d'avoir une étude finalement de la partition par elle-même. Et donc là, on voit aussi que ça va devenir aussi une problématique. Comment je fais pour écrire la musique électroacoustique? Et finalement, même quand je fais du traitement du signal ou que je fais de l'électronique, comment je vais faire pour pouvoir associer à tout ça? Bon, John Cage, etc. Donc Gérard Griset, comment ne pas en parler, puisque effectivement, là, on vient de la musique spectrale, donc qui est mon univers. Là, je vous donne juste une clé. Moi, je viens plutôt de cet univers-là. Mais en fait, nous, on s'est plutôt intéressé sur le spectre compositionnel, c'est-à-dire comment éclater finalement l'orchestre pour répondre à la problématique spectrale dans son ensemble. Et donc, Gérard était le pionnier et néanmoins un très grand ami. Bon, Karl Stockhausen encore, etc. Bon, il y en a plein. Mais là, on arrive alors là à quelque chose qui est encore plus abstrait et qui me va passionner aussi beaucoup. Là, on peut voir une partition de Ligeti des années 60. Et cette partition, en fait, on voit que le compositeur a une limitation dans l'écriture puisqu'il fait de l'électronique, hein, pour ceux qui arrivent à entendre. Donc cette représentation, en fait, elle est très inspirante puisque en fait, il passe par le mode dessin pour donner une information, que ce soit les virgules, les petites formes qui vont autour, pour donner une information sur la représentation finalement que je veux avoir de la musique. Donc je m'en suis beaucoup inspiré, évidemment, dans mon travail. Même des gens comme qui faisaient du paysage sonore, Brian Eno, donc compositeur fameux des années 70, et encore maintenant, mais qui fait des choses un petit peu différentes, il s'est pris la tête aussi sur l'écriture, en fait. Comment je vais pouvoir noter mes éléments, parce qu'il fait il faisait beaucoup de musique générative,
Bon, c'était un petit peu limité par moment en termes de, je dirais, de possibilités, mais toutefois, quand même, l'écriture est devenue aussi pour lui un point très important. Puis, etc., il y en a beaucoup de partitions, mais on va tout de suite passer finalement à le plus important, c'est-à-dire le mélange de la musique et de l'architecture. Donc là, vous voyez une image magnifique de l'exposition de Bruxelles en 1958, où Xenakis, ce fameux compositeur, a été sollicité pour à la fois faire d'un point de vue architectural le pavillon Philips. Derrière ça, dedans était joué le poème électronique de Varèse, et donc d'avoir un dispositif pour l'époque qui était plus que novateur. Et donc Xenakis est typiquement pour moi l'homme idéal sur les problématiques d'écriture, puisqu'il a traité tous les univers, la musique électroacoustique et tout le reste. Donc là, on voit par exemple que Xenakis sur Psafa, qui est une pièce absolument magnifique, que là, il a fait ce qu'on appelle un piano roll, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de très simple en termes d'écriture, mais aujourd'hui, les musiciens, quand ils jouent Psafa, ils le jouent comme ça. C'est une pièce pour percussion, hyper simple, hein. Là, on voit que sur Métastasis, il y a un rapport plus qui est sur la hauteur, sur le fréquentiel, tout ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un déploiement. Donc, on part sur un continuum et on va trouver des discontinuités qui vont nous amener sur des glissandi et faire un certain nombre de choses. Tout ça, c'est encore du Xenakis, mais vous allez comprendre après pourquoi toute cette inspiration m'a permis de créer le logiciel autour de ça. Encore un autre élément. Donc, on va pas tous les passer parce qu'il y en a beaucoup. Donc, voici les petits croquis en fait du pavillon Philips en 1958 et les mathématiques. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que les mathématiques ont été la clé finalement, à la fois en termes compositionnels, architectural et du développement sur la partition avec Edgar Varèse. Donc, toutes ces inspirations ont été formidables. J'ai eu la chance à la fin de ma vie de travailler avec lui, pas longtemps, mais suffisamment pour qu'il puisse me raconter l'histoire de, je pense, un des plus beaux instruments avec le cithère du GRM, ce qui s'appelle l'UPIC. L'UPIC était un mini-ordinateur avec une grande table d'architecte à dessiner et dans lequel Xenakis, en fait, voulait sortir, mais on va l'écouter un petit peu plus tard, voulait sortir vraiment du solfège, voulait sortir d'un certain nombre de choses et de faire de la synthèse. Donc, comment faire de la synthèse? Un dessin, est-ce qu'un dessin peut sonner? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être vraiment quelque chose? Si je fais un trait, donc on appelait un arc à l'époque, si je fais ce trait-là, c'est quoi le rapport entre ce dessin et potentiellement une synthèse qu'on peut faire autour? Donc, il m'a raconté toute cette histoire-là. Et en fait, à cette époque-là, c'était assez compliqué techniquement, hein, donc ça coûtait beaucoup d'argent, c'était très 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 difficile de mettre en place, mais ça a été la fascination de Xenakis. Il a tout fait pour avancer le plus possible autour de ça. Donc on a eu beaucoup d'ateliers qui ont été montés, qui s'appellent les ateliers UPIC à l'époque, où en fait on invitait des gens qui n'avaient rien à voir avec la musique, des enfants évidemment en faisaient partie, et ça permettait de générer de la synthèse dans les années 70 par le dessin, et c'était quelque chose de finalement relativement novateur. Donc là, on va écouter un tout petit bout de la pièce phare de Xenakis qui s'appelle Mycénée Alpha. Et donc, ce que vous voyez ici, ce que vous entendez, en fait, c'est de la synthèse additive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu chiant, cette histoire de son que j'ai ici, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on peut concevoir ici, c'est que chaque arc, donc chaque trait de dessin, dedans possède un oscillateur, donc une forme plutôt primitive du son. Et ce que vous voyez ici, c'est le rapport temps, donc vous avez dans l'axe, évidemment, et dans l'axe des hauteurs, vous avez la fréquence. Et donc, ce que vous pouvez entendre, c'est une multiplicité, une polyphonie de synthèse additive qui sont mélangées. Donc en 1980, dans les années 70, autour de ça, Xenakis a vraiment concentré tout son travail dans ces éléments-là. Écoutez par contre ça, je pense que c'est intéressant. Du laboratoire ici les Moulineaux, au Centre d'études de mathématiques et automatique musicale, où un ordinateur appelé unité polyagogique met en musique des dessins. Alors là, c'est une lecture optique, c'est-à-dire que le dessin est fait à la main, et en fait, ce dessin, il peut être lu de gauche à droite comme l'écriture occidentale, mais il peut aussi, avec le stylo optique, être repris à n'importe quel endroit, comme si vous alliez à la mesure 22 ou je ne sais quoi.
Voilà, Yanis Xenakis à la salle des échanges de la station Aubert du RER. Et cette petite vidéo est aussi succulente. Écoutez bien si vous y arrivez. Entrer en contact direct avec la composition, la pensée musicale et de la faire. On n'a pas besoin de connaître ni le solfège ni l'informatique. C'est une machine qui. Il suffit de pouvoir dessiner, avoir des mains, avoir des oreilles et des yeux, et puis de travailler. Une des premières représentations de forme d'onde, quand même, hein, il faut le notifier. Une superbe histoire qui comprend 4 parties. Et très vite, vous avez déliré sur la table de Lubick pour réaliser cette histoire. Mais vous avez complètement oublié que vous étiez en train de faire de la musique. Vous vous êtes laissé emporter par le crayon, par le dessin, vous avez fait des jolis traits, et vous avez complètement oublié d'imaginer, entendre ce que vous vouliez faire. Hein? Par exemple, vous avez dessiné des traits dans le bas de la page, car ce sont des sons comment? Grave. Alors que vous vouliez des pas d'une chatte qui ne sont pas vraiment. Vous avez fait des pas d'éléphant au lieu de faire des pas de chatte. Quelqu'un peut me chanter les pas de la chatte? Etc., etc. On ne va pas aller jusqu'au bout de tout ça. Et on en arrive finalement à ce dont je voulais vous parler, qui est effectivement la genèse de Yanix. Alors, comment ça s'est passé? En fait, le premier travail qui m'a été demandé, c'est avec le ministère de la Culture, dans le début des années 2000, m'a demandé de faire un rapport, comme le ministère sait très bien le faire, c'est-à-dire avoir un rapport sur les activités du CEMAMU, qui était le centre de recherche de Xenakis, qui se retrouvait dans les bureaux de France Télécom, à l'époque France Télécom à Issy-les-Moulineaux, et dans lequel il avait autour de ça une équipe d'ingénieurs, des gens qui travaillaient, le futur de tout ça, etc. Xenakis était mort. Et donc, j'ai rendu un rapport d'une 50aine de pages au ministère. Et à la suite de ce rapport-là, en fait, le ministère est revenu me voir en me demandant si j'avais l'envie de continuer les travaux de Xenakis. Évidemment, j'ai dit non, je suis absolument dans l'incapacité de continuer les travaux de Xenakis. Mais par contre, je serais intéressé de continuer vers quoi il tendait, en fait, vers quoi il allait. Qu'est-ce que c'est que ce rapport, finalement, au dessin, à l'espace? Et puis, l'espace est relativement contraint, mais finalement, je vais vous raconter comment j'ai voulu l'exploser. Mais derrière ça, ils m'ont proposé de me financer pour développer un nouveau logiciel. Donc, le logiciel dont je vais vous parler et montrer, c'est un logiciel qui est entièrement financé par le ministère de la Culture au début des années 2000. Donc ça, c'est la genèse globale. Donc ça s'est passé dans une entreprise que j'avais montée à l'époque, qui était plutôt un capharnaüm de bordel, de pas mal de choses. On faisait du hardware et un certain nombre de choses. C'était la Kitchen. À l'intérieur de ça, il y a eu des premiers prototypes sous Linux qui ont été faits et donc qui nous permettaient de pouvoir aborder les choses. Et moi, la première question que je me suis posée au départ, c'est finalement, est-ce que l'espace contraint à l'occidental ou à l'oriental, je veux dire par là de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, est-ce que c'est finalement intéressant? Tous les logiciels qu'on utilise, que ce soit dans le domaine de la vidéo, de l'audio ou de ce que vous voulez, finalement, on a toujours une lecture avec une timeline, un curseur principal qui va lire l'intégralité des choses de la gauche vers la droite pour rester occidental. Et en fait, ça me perturbait beaucoup parce que je me suis dit que si on voulait passer d'abord une première étape, ça serait finalement d'exploser cet espace-là, de la gauche vers la droite, et donner la possibilité à un logiciel de considérer que l'espace en soi peut avoir toutes les directions, tous les angles de direction. Donc, comment on peut faire ça? Eh ben, on peut faire ça de plusieurs façons, et on va voir l'évolution. En fait, au début, on était en 2D sous Linux. Et puis après, petit à petit, je me suis intéressé évidemment à la représentation tridimensionnelle, parce que je me suis dit que c'était probablement une des clés aujourd'hui, comment avoir une partition en 3D qui me permette de pouvoir agir, travailler, modéliser et faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est les premières études qui ont été faites plus tard pour arriver en 2012 à une version tridimensionnelle entièrement. Donc on se retrouve en OpenGL avec un environnement relativement simple. Le logiciel est écrit en C++. L'environnement graphique est basé en OpenGL. Donc là, on est vraiment dans du classique autour de ça. Et puis après, sur l'interface, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on voulait faire ça? Comment on allait aborder cette problématique? Et moi, toujours avec deux questions. La première,
comment se fait-il que l'espace soit toujours sur la gauche et la droite, comme je viens de vous l'expliquer? Et la deuxième, comment se fait-il qu'on a finalement simplement un seul curseur qui va balayer l'espace? Pourquoi? On n'imaginerait pas, si vous prenez l'analogie par exemple avec un séquenceur audio ou un séquenceur vidéo, bah, pourquoi pas effectivement que chacune des pistes ait la possibilité de lire à une vitesse différente. Donc déjà d'exploser le fait qu'on a une unité intégrale qui va nous lire l'espace de la gauche vers la droite. Donc cette polytemporalité et puis cette explosion de l'espace en 3 dimensions vers n'importe quel angle sont les enjeux de Yanix, qui a finalement été résolu dans les années en 2014, dans lequel vous voyez une partition que j'ai faite à Yeotsu en Corée du Sud, qui était une partition pour un artiste, pour lequel on voit ici en fait finalement plus que 3 dimensions, on voit 6 dimensions. On a 3 dimensions qui sont l'espace conceptuel ici, que vous voyez, je ne peux pas prendre la souris, mais vous voyez bien les traits qu'il y a tout autour. En gros, c'est l'espace très important que j'avais à Yeotsu, en extérieur. Et en fait, ce que vous percevez aussi en termes de forme autour de ça, c'est le coefficient 4 propagation qu'on appelle, c'est un peu technique, mais ça me permet en fait par rapport à une source virtuelle positionnée quelque part, et là je parle de son, bien sûr, et pas de synthèse, c'est je dirais la variation autour de cet objet-là, comment je pourrais dire ça, le spread, je dirais plutôt ça en anglais, comment je vais pouvoir par rapport à une source lui donner plus ou moins de poids à l'intérieur de mon espace global. Donc ça, c'est finalement les éléments. Et pour ce faire, se viennent toujours les mêmes questions. En général, les logiciels, on a tous tendance à en mettre des tonnes. On met 50 000 fonctions, 50 000 choses et plein de choses. Moi, j'ai voulu partir d'un principe très simple que je vais vous expliquer ici. Finalement, j'ai pris 3 objets. Et où on est capable aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la synthèse ou de la spatialisation, avec ces 3 objets, de faire l'intégralité de ce dont nous avons besoin pour le spectacle. Ces 3 éléments sont, les triggers, qui sont des notions en fait relativement simples qui pourraient faire analogie par exemple au bouton. Vous allumez la lumière, vous lancez une vidéo, vous jouez un son, vous faites des choses de cet ordre-là. 2, des courbes, qu'elles soient des droites ou qu'elles soient en courbe de Bézier. Donc avec ça, ça veut dire que je traverse mon espace, je suis capable de le lire. Il peut être en relation pour vous donner des analogies à la synthèse. Donc par exemple, je vais monter la fréquence, si je vais en haut, puis je vais descendre. Ça pourrait être la spatialisation, bien sûr, puisque si je mets une source virtuelle autour de cette trajectoire, parce que d'un seul coup, on introduit le mot de trajectoire, ça pourrait être fait. Mais pour lire cet espace-là, il fallait un 3e objet, et cet objet s'appelle en fait le curseur, et qui, lui, il a la particularité de pouvoir être associé sur la courbe et de pouvoir la lire. Mais ce curseur-là, on peut en mettre plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut lire la même courbe de façon différente. Quand j'entends par la différence, c'est-à-dire que chacun des curseurs a une vitesse différente. Donc, on est vraiment dans la polyrythmie, c'est-à-dire qu'un curseur va lire, par exemple, des datas pour faire un son sur un cercle, mais en même temps, je peux en avoir un qui va lire beaucoup plus vite et qui va s'associer à ça et qui va même dépasser le premier curseur. Donc, vous vous retrouvez dans un cycle assez intéressant d'un point de vue compositionnel, c'est-à-dire que le fait d'intégrer la notion de polyrythmie avec simplement un curseur sur une courbe, vous êtes capable de faire des choses vraiment importantes. Donc, le principe de Yannick, c'est la tridimensionnalité, l'écriture en 3D et l'utilisation de 3 objets. Point barre. Après, il y a des fonctionnalités qui nous aident autour de ça, mais finalement, ça reste relativement simple. Et là, on voit en 3D, finalement, que ces objets-là sont positionnés dans un espace corrélé à plat, mais évidemment, quand on les met en 3D, déjà, on a le domaine du son, de la projection du son qui est tout de suite renseigné, et puis même en synthèse, vous avez vraiment la possibilité avec cette 3e dimension d'opérer sur des variables ou des métadatas qui peuvent bien sûr autour de ça encercler finalement votre synthèse que vous voyez simplement en 2D. Alors là, typiquement, il va y avoir juste deux exemples très rapides. Je vais essayer d'être relativement rapide, mais ce qu'on va voir ici dans cet exemple-là, donc on a le petit curseur vert que vous voyez qui est une représentation à démarrer la vidéo, et chacun des triggers va avoir une action en fait toute bête. Là, c'est sur de la vidéo et du son. L'exemple est nul, d'accord, mais c'est juste pour prouver le principe. Donc, à chaque fois, en fait, que je vais passer les éléments, et quand je vais prendre la courbe, là, je vais créer un blur sur la vidéo. C'est un paramètre. En fait, finalement, c'est comme si vous bougiez un plugin, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine de la vidéo ou de l'audio, dans ces domaines-là. Donc, voilà, ça, c'est l'utilisation, on va dire, la plus simple et la moins intéressante de Yanix dans son ensemble. On va voir des situations un peu plus intéressantes, c'est-à-dire que là, à partir du moment où on est en 3D et surtout qu'on peut mettre des équations à l'intérieur du logiciel, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire des formes et des géométries qui sont relativement intéressantes.
Et là, on va voir un exemple de synthèse additive pas très passionnante, mais finalement relativement intéressante par le principe. C'est les petits éléments, vous voyez, qui tournent ici. En fait, ce sont les curseurs, les fameux curseurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, ils ont tous la même vitesse, mais globalement, ce qu'ils font, par contre, c'est qu'ils vont aller se concentrer vers le centre autour de ça pour aller sur une synthèse. Derrière, on a un espèce d'autre élément qui va être max. Pour le coup, c'est max qui va faire la synthèse, mais ça pourrait être n'importe lequel des éléments. J'en profite pour faire un petit point autour de ça. C'est-à-dire que l'UPIC, en fait, avait, je dirais, quelque chose de très, très fortement critiquable. C'était que l'UPIC avait une seule synthèse. Donc, quand moi, je travaillais quand j'ai fait le rapport pour le ministère avec les gens, la plupart des compositeurs me disaient, non, mais c'est extraordinaire, l'outil est génial. Mais alors, franchement, finalement, rapidement, puisqu'on n'a qu'un seul module de synthèse, bah, on a tous à peu près le même son. Donc, dans mon esprit, j'ai voulu complètement couper le cordon ombilical entre la synthèse intégrée dans un logiciel et le fait de pouvoir, d'un point de vue protocolaire, donc avec des protocoles. Donc là, j'utilise le réseau, hein, donc pour moi, c'est l'UDP, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, et plus précisément de l'Open Sound Control. Ça me permet de faire une architecture client-serveur. Donc, Yanix, peut-être un show control pour, sur une adresse IP, envoyer de la vidéo, des paramètres de vidéo, par exemple, pour modifier quelque chose. D'un autre côté, sur une autre adresse IP, faire un certain nombre de choses et de travailler dans cet esprit-là de client-serveur autour de ça. Donc, il y a une décorrélation complète entre l'outil, ce qui m'a permis avec le temps à la fois de faire de la création électroacoustique, de synthèse, de ce que vous voulez, et en même temps de faire de la spatialisation. Donc, en fait, c'était relativement simple. J'ai un outil dans lequel, pour moi, la problématique, c'est la partition, l'écriture. De cette écriture-là, après, je vais l'utiliser dans le spectacle vivant. On voit ici aussi quelque chose de pertinent. C'est Métastasis, la petite pièce dans laquelle on a vu tout à l'heure, mais qui est relativement passionnante aussi. Ça aussi, c'est une jolie pièce, mais il faut que j'avance, donc je vais aller un petit peu plus vite. Il y a plein d'exemples, plein d'artistes qui se sont... L'outil est open source, disponible sous Linux, Windows et Mac. Donc, les gens le sont appropriés. Il y a eu 4 forks autour de Yanix pour des gens qui avaient plutôt envie de faire des éléments différents et des choses comme ça. Donc, c'est un logiciel open source disponible, évidemment, pour ceux qui veulent. Donc, beaucoup d'artistes se sont mis dedans et on a travaillé sur plein de choses, sur plein de phénoménologies, sur des choses qu'on va aborder tout à l'heure, qui sont évidemment les modèles physiques, qui sont pas mal de choses dans cet ordre-là. Ça, c'est une petite installation qu'avait fait Guillaume, qui développait le logiciel avec moi, enfin, qui a fait la dernière version du logiciel autour de ça, dans lequel, bon, c'était plutôt les petits curseurs, vous les voyez ici, mais là, on est dans un esprit satellitaire. Donc, effectivement, comment on fait une révolution à partir du moment où je tourne sur plusieurs axes en même temps. Et de l'autre côté, vous voyez une partition de Joe Division, peut-être ça vous dit quelque chose. Vous voyez les micro-curseurs qui sont ici. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, eux, ils vont avoir une fonction à partir du moment où ils vont monter en élévation, donc en 3D, en 3 dimensions. Bah, cette élévation va permettre d'avoir un paramètre supplémentaire pour générer des synthèses différenciées. Là, par exemple, c'est un autre exemple que j'ai fait. Alors là, pour le coup, avec la Biennale, mais je ne travaillais pas encore beaucoup avec la Biennale. Qu'on peut faire aussi avec Yanix, qui était qui est toujours aussi passionnant, c'est qu'on peut importer un SVG. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle forme finalement graphique dans Illustrator ou générée par n'importe quoi. Vous récupérez cette forme-là. Et là, dans le cas présent, en fait, les artistes qui travaillaient autour de ça avaient 2 enjeux. Le premier, c'est qu'ils voulaient pouvoir importer une carte de Venise. Deuxièmement, de pouvoir positionner des points de ressources sonores qui viendraient des bateaux, de ce que vous voulez, etc., des sons électroniques et un certain nombre de choses, et après de pouvoir les contrôler. À l'époque, on utilisait la Kinect, donc quelque chose que vous peut-être aussi vous connaissez, qui permet d'un point de vue vidéo de pouvoir avoir un positionnement des éléments. Et donc là, on voit qu'en fait, les performeurs vont manipuler Yanix en temps réel, donc c'est une partition qui manipule en temps réel, et ils vont pouvoir exciter certaines zones en fait de cette partition par rapport au geste. Donc là, on est quand même dans une représentation performative, donc on n'est pas simplement dans l'utilisation d'une partition que je vais lire de mon côté, on est dans cette idée performative de pouvoir manipuler un objet graphique. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que la communauté, bon, il y a 35 000 utilisateurs dans le monde plus ou moins qui ont utilisé ce type d'approche et qui continuent à l'utiliser. Les Japonais ont un niveau d'abstraction qui est très fort. Pour eux, Yanix, c'est absolument le Graal. Parce qu'ils n'ont pas on n'a pas, nous, occidentaux, on est très fortement implémentés là-dessus. Donc, les Japonais sont très forts avec ça. Voici aussi, par exemple, pour Richard Serra, un grand artiste plasticien avec qui j'ai eu la chance de travailler pour Monumenta. Voici la première version de Yanix que j'ai utilisée pour une installation de Richard Serra au Grand Palais pour Monumenta, qui est un grand événement de l'art plastique et que j'ai eu la chance de faire avec lui.
Allez hop. Alors voilà, on va rentrer un petit peu aussi dans la génération des partitions. Je vous en ai parlé un petit peu dans le préambule et tout ça, parce que c'est bien joli d'avoir un outil 3D qui fait pas mal de choses, mais si on est dans l'incapacité de pouvoir utiliser du code, des scripts pour pouvoir générer ces partitions, d'avoir des équations et un certain nombre de choses, ben on peut rapidement devenir malheureux. Donc dans cette architecture client-serveur avec de l'open source control, donc une gestion réseau entre les éléments, ben, il suffit d'associer un certain nombre de logiciels. Là, pour le cas présent, c'est Processing qui va nous faire un certain travail. C'est du JavaScript, donc un autre langage. Donc, on va multiplier les langages et on va essayer de travailler dans cette architecture multiple qui va nous permettre de faire de la vidéo, de la synthèse ou ce qu'on veut tout autour. Il n'y a pas de limitation avec ça. La limitation, c'est la machine, évidemment, comme on peut l'imaginer. Donc, sur les éléments, là, on voit pas s'il y a d'écrit, mais bon, après, dans la poursuite de ça, en fait, donc, les problématiques, c'est interface graphique, Java, donc du script Java, JavaScript, c'est ce qu'on a choisi. On aurait pu choisir autre chose, mais finalement, le JavaScript est relativement intéressant. L'intégration directe en natif des capteurs, donc on peut mettre une Arduino sur votre ordinateur. Yannick va reconnaître cet Arduino et va pouvoir, avec des capteurs, un certain nombre de choses, pouvoir le faire. Et du live coding qui permet en temps réel, pour un performeur, de pouvoir faire du code direct et de générer les partitions qui vont être potentiellement dessus. Puisque derrière ça, Yannick aussi a quelque chose de très intéressant, c'est la récursivité, et on va y venir. Bon, quelques petits exemples, mais alors hyper rapides, de choses, le de Yeotsu dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez vu la partition, voilà l'espace que c'était, donc un très très grand espace autour de ça. Donc on voit que là, derrière, j'ai réussi à mettre pas mal de hauts, vous les voyez très petits, les haut-parleurs, là on les voit en tout petit. C'était vraiment très, très grand. Et en fait, il y a déjà une première notion peut-être que vous avez repérée, qui est l'élévation. Donc, le fait qu'on est en 2D, finalement, en fait, quand vous êtes dans un espace comme celui-ci, on est en pure 3 dimensions. Donc, on va voir les premières réflexions qui, acoustiquement, vont résonner dans cette salle. Et en fait, mon espace ici, il est tridimensionnel. Mais dans la projection du son en général, dans un concert ou des choses comme ça, régulièrement, on est en 2D. Donc, on considère, ça s'appelle l'équateur, que la position des oreilles où je suis, je vais mettre par exemple un cercle autour de moi de haut-parleurs et je vais pouvoir faire véhiculer des choses autour de ça. Mais là, on est en 2D. Mais il suffit simplement de faire une nouvelle notion qui est l'élévation. C'est la perception d'avoir effectivement un autre layer, donc une autre couche supplémentaire au-dessus. Et je peux en avoir autant que je veux, ça, c'est pas le problème. Pour le cas présent, on n'en avait mis que 2 pour des questions de moyens. Mais globalement, plus je vais être à même de pouvoir faire un millefeuille de plus en plus important, plus je vais rentrer dans la précision. On le verra tout à l'heure avec Holophonics. Donc voilà quelques éléments du coup autour de ça. Ça, c'est les partitions typiquement que j'ai demandé au compositeur qui, lui, en fait, Charles Demeaux, n'avait absolument aucune notion électronique, ne savait pas comment faire. Donc, on ne savait pas trop comment s'en sortir. Je lui dis, écoute, fais le plus simple, tu vas dessiner sur un papier comme ça et nous, on va transcrire ces partitions dans Yanix de façon à pouvoir faire. Donc, c'était quoi? C'était des sons concrets. Donc, des sons concrets, ça veut dire quoi? Ça veut dire des sons de l'eau, peu importe, des sons de cet ordre-là. Et donc, lui, il nous a fait une partition comme ça, manuscrite au stabilo, enfin au feutre. Et derrière ça, on a fait le portage de ces éléments pour arriver jusque-là. Donc, vous voyez la transcription entre la partition papier et la partition en 2 fois 3 dimensions de Yannis qui nous a permis de jouer finalement la pièce en temps réel, enregistrée après dans un enregistreur. Mais au moins dans la partie créative, on avait la possibilité de pouvoir positionner les objets. Des talkie-walkie, c'était gigantesque. Alors, c'est comment? Je trouve que c'est un petit peu haut. Bon, hop, on prenait la source virtuelle, on pouvait la descendre, etc. et adapter finalement la perception qu'on avait autour de ça. Bon, il y a plusieurs partitions. Et là, on les voit. Donc, ces partitions, on tourne autour et on voit surtout leurs actions. C'est-à-dire que Yannick a la particularité de pouvoir déclencher un événement dans un point précis, mais dès qu'il a terminé son boulot, regardez la verte, on ne va pas la voir, mais globalement, dès qu'une source a terminé son travail, elle disparaît ou elle apparaît. Donc, il y a une notion aussi de clarté de la partition, c'est-à-dire que vous ne voyez que ce qui est exécuté. Vous êtes toujours dans une idée de « je ne représente que ce que j'entends » et pas « je suis toujours avec tout », puis finalement, au bout d'un moment, je n'entends plus rien ou je ne vois plus rien par rapport à ce que j'ai. Donc là, après, on a porté aussi Yannick sur des tablettes pour avoir la possibilité de se déplacer et de faire un certain nombre de choses. Donc, ça nous permettait à la fois de piloter Yannick, que vous voyez dans la tablette de droite, et puis Pro Tools, qui était le logiciel de lecture, sur la partie de gauche. Bon, tout ça, on va passer. Encore un petit mot sur… Ah oui, non, ça, c'était bien. Ah oui, voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler un tout petit peu. Je vais faire vite, je sais. Moi, je suis un fou de pâtes. Bon, j'ai des pâtes alimentaires, j'entends. Je suis un fou de pâtes, j'ai un petit peu des origines italiennes autour de moi. Et donc, en fait, il y a un architecte qui s'appelle Legendre, qui est spécialiste plutôt d'architectural, des ponts, des choses comme ça, qui a eu la merveilleuse idée de modéliser en équation l'ensemble des pâtes alimentaires.
Alors là, on m'a offert ce livre un jour. Alors là, je suis devenu fou directement. Et je me suis dit que ça serait vraiment génial de faire un concert pour pattes. Enfin, que ce soit les pattes qui fassent finalement, par rapport à leur géométrie, qui fassent le son. Donc là, c'est une abstraction qu'on met autour de ça. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, c'est super. Donc, tiens, on va faire une première coquillette. Donc, dedans, il y avait l'intégralité des pattes en équation. Et donc, on a pris les équations, parce que Yannick lit les équations directement, mathématiques, j'entends. Donc, on prend les équations, puis on a commencé à rentrer dans la base de données. Ces éléments-là, bon là, on a pris, ça c'est une cave à tapis, etc. Donc, alors évidemment, c'est une représentation filaire, c'est pas une représentation complètement folle, mais en tout cas, c'était suffisant pour pouvoir prendre une base de données. Donc là, on se retrouve avec le Gigli, une pâte absolument délicieuse. Vous avez sans doute jamais goûté ça. Est-ce que vous voyez les petits points noirs qu'il y a autour de tout ça? On retrouve un peu le pavillon Philips, hein, tout à l'heure de Xenakis. Ce sont les curseurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire un trait filaire de ma pâte en termes de synthèse. Après, c'est une abstraction, hein, évidemment, autour de ça. Mais c'était plutôt un joli jeu. Donc, on en a fait comme ça pas mal, donc il y en a plein. Et je pense que là, celle-là, alors là, elle est magnifique, je trouve. La Fagatoni, alors c'est une pâte qui est comme ça, qui est un petit peu autour de ça. Puis vous allez voir, on les met en action de façon assez rigolote. Donc, j'ai fait ça avec Guillaume Jacquemin, donc qui a développé Yannick, et on a fait plusieurs concerts. Merde, par contre, c'est con, il y a une vidéo. Pourquoi elle part pas? Ah, puis ça y est, elle est partie. Tu peux mettre les petites croix là pour qu'on voit le dessus. Tu mets OK. Alors, voici un concert pour pâtes alimentaire. Ça s'appelle Pasta. Il y a une pure, hein, c'est temps réel, il n'y a absolument pas d'embrouille, c'est pas de la vidéo. Tous les curseurs que vous voyez font des bras de synthèse, vont s'intéresser. Et là, vous allez voir, là, on est dans une visualisation en fait zénithale, on appelle ça, donc une caméra au-dessus. Dès qu'on va tourner en 3D, on va s'apercevoir que finalement, c'est quelque chose qui a une géométrie différente. Ici, vous avez peut-être remarqué ici quelque chose aussi, c'est que finalement, on arrive à faire du morphing. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un état d'une pâte, c'est ça qui était vraiment super sympa comme job. C'est-à-dire qu'on part d'une pâte et puis on dit, tiens, on va la morpher. Donc, Yannick, c'est capable de prendre en fait une représentation d'une équation, comme vous le voyez ici, typiquement, et donc de la transformer pour arriver vers un autre élément. Et donc là, c'est intéressant d'un point de vue compositionnel parce que vous vous retrouvez avec finalement un but très simple. Peu importe la synthèse, peu importe la musique, le son, etc. Par contre, là, il y a un vrai enjeu. Je me retrouve avec ces fagotini qui vont tourner. Hein. Donc, derrière, il y a la spatialisation et tout un nombre d'éléments. Et ça, c'est ma base de données de base. Donc, on a joué cette pièce pas mal de fois. C'est plutôt rigolo pour le fun, mais c'est typiquement des actions qu'on peut faire avec Yannick qui sont relativement passionnantes. D'autres actions rapidement aussi. Donc, c'est avec Félicité d'Étienne d'Orbe. Donc là, c'était un travail avec le CNRS et qui était passionnant et on a utilisé Yannick pour pas mal de choses. L'enjeu était le suivant. En fait, ce qu'on voulait, c'était être connecté en direct avec une base de données du CNRS qui nous donnait la position des étoiles. Jusque-là, pas très compliqué. Finalement, c'était relativement simple. Mais après, d'être capable avec un laser, donc un laser de grande puissance, 30 watts, hein, donc ça fait partie des lasers les plus importants, de pouvoir avoir un miroir, de contrôler en fait finalement un objet mécanique, technique, avec une précision de 16 bits, donc une très très grande précision, avec avoir un miroir à l'intérieur. Et ce miroir, suivant l'angle que je vais donner, je vais aller pouvoir taper à l'heure précise un élément. Ça peut être une planète, ça peut être une exoplanète, un amas, ce qu'on veut, une étoile, peu importe. On peut faire pas mal de choses. Donc là, vous voyez là le simulateur qu'on a fait. Ce que vous voyez à droite, c'est ce que le CNRS nous a fourni, c'est-à-dire un simulateur qui nous donne en temps réel la position de n'importe quel élément des étoiles, des objets célestes, peu importe qu'il y a dans le ciel à tel moment. Donc cet objet-là, évidemment, c'était notre base. Donc on a attendu précisément un timing pour être parfaitement synchrone. Donc on était en synchronisation directe avec le temps, hein, pas spécialement le logiciel, parce que le logiciel, il était autonome sur nos ordinateurs. Et ce qu'il fallait, c'est avoir une horloge absolument pertinente pour être sûr que quand mon laser va éclairer le ciel de façon importante, je vais être exactement au même endroit. Donc ça, c'était l'enjeu technique autour de ça. Donc là, bon, peu importe, on va passer un petit peu. Donc là, vous voyez, alors les photos sont pas géniales, mais vous voyez très bien le principe. Vous avez le laser à droite qui va taper dans le miroir
qui est à gauche, qui va réfléchir de l'autre côté. Et en même temps, un laser, comme vous le savez peut-être, on peut le diffracter, c'est-à-dire avoir plusieurs faisceaux qui partent de la même origine et qui permettaient d'aller s'associer sur deux miroirs qui vont aller réfléchir vers le ciel d'une autre façon. Et là, c'est Yannick qui a géré tout l'ensemble. Il a géré le show control, l'ensemble de positionnement de tous les miroirs, tout ce qui était technique show control, en fait, on appelle ça, hein, c'est-à-dire la possibilité avec des éléments techniques de pouvoir travailler autour de ça. Donc là, on voit quelques éléments. Donc on pointe réellement. On n'a pas eu trop de chance là pour Nuit Blanche, mais on en a eu plus pour Marseille. C'est qu'il faisait pas super beau, mais quand même, on voyait bien les étoiles. Et donc derrière ça, en fait, les gens étaient allongés dans des transats. Donc c'était plutôt pas mal, un peu ambiance comme ça. Regardez le ciel. On avait mis en fait une vidéoprojection ou des écrans qui permettaient, quand on pointait sur un objet céleste, précisément un endroit, on disait ce que c'était. Donc, on lui donnait son petit nom NCJ 92, etc. Enfin, vous voyez toutes ces abstractions qu'on a dans l'astronomie. Et ça permettait aux gens, en fait, dans l'espace, d'avoir un show. Et 30 watts, donc arrêt complète des vols autour de Paris. Enfin, c'était quand même beaucoup. Il y avait quand même une importance énorme. 30 watts, c'est délirant. Évidemment, c'est très, très puissant. Donc voilà ce type de travail. Et là, Yannick, c'est vraiment le cœur de métier, enfin le cœur du système. Et donc derrière tous ces éléments mathématiques, ces éléments de précision, pourquoi? Parce qu'il y a un scheduler, pour ceux qui connaissent, en microsecondes qui est super précis, qui me permettait d'avoir une synchronicité absolue. Donc vous imaginez qu'un même pas 0,2 degré d'angle d'un miroir va avoir une répercussion dans le ciel qui va être phénoménale. Donc il y a des ajustements qui ont dû être faits, des calibrations qui sont importantes. Et Yannick, ça a été le cœur de notre système. Donc là, on voit une des partitions qui ont été utilisées autour de ça. On ne va pas l'écouter parce qu'on n'a pas le temps. Un autre élément aussi intéressant que dans Yannick aussi a été le moteur, c'est en fait l'idée de pouvoir faire des partitions. Alors là, pour le coup, avec un compositeur français qui s'appelle Pascal Dussapin, qu'on va redécouvrir plusieurs fois. Mais on part de dessins. Et en fait, l'idée de Pascal, c'était de se dire, est-ce qu'on peut prendre des dessins, les extraire, leur donner une vie, c'est-à-dire de sortir de la formalisation de quelque chose d'écrit et qu'on puisse les rendre vivants, entre guillemets, donc de les agiter, d'avoir un système autour de ça et de les reprojeter quelque part. Donc, on part de partitions tout à fait classiques au départ, enfin classiques, pas vraiment classiques, et après, en fait, dans l'installation, j'ai disposé plusieurs vidéoprojecteurs, des tulles plutôt transparents, des choses comme ça, pour laisser aux gens la possibilité de découvrir l'espace qui devenait multiple. Et là, on travaille sur la perspective, sur qu'est-ce que je vois en fait, et par transparence, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi l'objet il est lointain, etc. C'est une installation qu'on a montée plusieurs fois, et dont Yannick est effectivement le moteur autour de ça. Donc là, vous voyez quelques photos à l'intérieur du dispositif où les gens étaient dans un univers de partitions abstraites, hein, mais en même temps, pas tant que ça abstrait. Si vous regardez bien ici les éléments, vous retrouvez beaucoup de symboles qui font partie de la musique, même s'ils sont légèrement détournés. Et ça, c'est le compositeur qui utilise ça. Donc tout ça a été intégré dans Yannick. Donc que vous voyez ici à droite, là-haut. Et là, vous voyez la réalité. Il y a un mélange de sons concrets, de sons éléments. Et quand vous êtes dans l'espace, vous avez continuellement à la fois un matériau sonore. Yannick va faire ces espèces de blurs que vous voyez sur la partition là-haut, hein, faite à droite. Et donc, on va pouvoir le reprojeter en l'état. Donc, Yannick va devenir finalement à la fois, comme dans les autres projets, le générateur de l'ensemble et surtout perturbateur de la partition. Donc, il va l'activer, entre guillemets, autour de ça. Voilà. Un autre projet aussi dans lequel Yannick est assez important, et on en terminera avec ça. Donc là, c'est un petit peu les phénoménologies qu'on a trouvées dans les années 2010, dans ces eaux-là, je pense, 2010-2012. C'est évidemment tous les aspects géodésiques, c'est-à-dire tous les dômes. On n'en a pas beaucoup en France, malheureusement, mais il y en a à la SAT, à Montréal, de magnifiques, etc. Donc en partant de ce principe-là, voici un petit exemple de ce qu'on fait. Avec Yannick, donc là, on pilote la lumière, donc c'est du néon. Donc on utilise un protocole qui s'appelle l'ArtNet, en fait, du DMX. Donc là, c'était l'ArtNet, qui me permettait en fait de piloter l'intégralité de la sphère. Vous avez une projection 360 degrés totale, hein, dans lequel c'est Touch Designer, un logiciel absolument délicieux, dans lequel vous voyez les formes, la topologie, etc. Et c'est Yannick derrière qui pilote la vidéo, la lumière quand il y avait de la lumière, et surtout la spatialisation du son autour de ça. Ça, c'était en 2015 à la SAT à Montréal. Et là, l'idée, c'était encore une fois quel outil pourrait me permettre de gérer dans cette partition un peu complexe quand même l'intégralité des éléments. C'est très court, hein, ça va s'arrêter dans 20 secondes.
Donc, le performeur, il est au centre du dispositif. Et là, ici, lui, il a des surfaces de contrôle, des éléments un petit peu classiques, on va dire, autour de ça. Et puis, il va piloter. Puis derrière, Yannick va faire le boulot de récupérer les contrôles et de les modifier, de les dilater, d'envoyer les éléments sur les néons, que vous voyez ici, etc., etc. Bon, il y a un peu de désynchrone hein, à cause du timing pour aller à la vidéo, mais bon, en gros, vous avez compris le principe. Voilà, donc c'est des expériences plutôt valorisantes pour le performeur, c'est qu'il sait qu'il a une unité pour gérer l'ensemble de ces éléments. Mais ça ne veut pas dire que la synthèse est faite dans Yanix, soyons bien clairs, c'est la partition qui est intégralement faite dans Yanix. Le reste, la synthèse, c'est fait avec je ne sais pas quel logiciel, peu importe, finalement, on s'en fout. Les néons, on les pilote par un protocole, mais les néons, c'est autre chose. La vidéo, Touch Designer, on pilote juste Touch Designer, on ne fait pas de la vidéo dans Yanix, etc. Alors, justement, dans la générativité, bon, je vais couper un peu le son. Dans la générativité, là, on voit des artistes comme Joachim Montessuie, que vous devez peut-être aussi avoir entendu parler, qui est un artiste bien raide. Et ça, ce que vous voyez à droite, c'est une partition Yanix. Donc là, on sort complètement de l'élément qu'on retrouve un petit peu dans les petits éléments que je vous ai présentés légèrement avant. Et donc, Joachim, en fait, s'est approprié Yanix parce que pour lui, c'était le moyen de pouvoir écrire la partition vidéographique. Là, c'est que de la vidéo. Le son n'est pas manipulé par Yanix. Par contre, la vidéo entièrement manipulée, parce que ça serait le bon terme. En tout cas, il y a du traitement du signal sur la vidéo, sur l'ensemble des vidéos que vous voyez ici. Et donc, la partition va être lue avec des angles différents, des rotations, tout un univers qui donne un niveau d'abstraction qui était relativement intéressant. Bon, ça, c'est pas très intéressant, ça non plus. Voilà encore du code plutôt pas mal, où on a pris, en fait, là, vous êtes dans Yanix aussi, et en fait, le jeu de la vie, qui est un jeu assez classique qu'on connaît en informatique, bah là, en fait, on l'a fait dans Yanix, donc vous voyez un petit peu de code en haut, c'est du Java, il n'y a rien de particulier, c'est du JavaScript. Donc, chaque partition, vous pouvez évidemment l'éditer en instantané, la travailler et faire des choses avec, et là, c'était un projet qu'on a fait avec eux, où vous voyez l'Open Sound Control qui arrive, le réseau, le type de message que je veux envoyer en Open Sound Control, donc en gros, c'est des messages de variables, hein, typiquement, et qui nous ont permis de faire le jeu de la vie dans Yanix. Encore une autre performance qui était faite aussi à Yanix, encore une fois pour la Biennale de Venise, où là, c'est des amas, des constellations, des choses énormes qu'on peut manipuler en temps réel. Une dernière chose sur les capteurs. Donc là, on voit typiquement une possibilité dans Yanix de manipuler la partition. Parce que c'est bien joli d'avoir une partition, mais moi, ce n'était pas suffisant. Il fallait que la partition, on puisse manipuler la partition. La partition est simple, je vous l'accorde, c'est juste des traits, hein, d'accord? Mais sauf qu'on va utiliser une Kinect. Et en fait, la position de sa main va déformer, c'est du Terraform, en fait, va déformer la partition. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va monter évidemment en hauteur, en 3 dimensions, la courbe par elle-même, et donc ça va la faire résonner évidemment différemment. Donc là, avec la main, le performeur, avec sa guitare, il fait un accord, et il manipule en temps réel avec de la vidéo, avec un système de Kinect, que vous voyez en haut à gauche, hein, ça c'est ce que vous voyez la Kinect. Et puis derrière ça, il va avoir une partition interactive, entre guillemets, mais surtout, il va, derrière ça, se dire que sur les éléments, quand il fait des petites choses comme ça, des erreurs, vous voyez bien, en fait, que le positionnement des curseurs, hein, ces fameux lecteurs, hein, c'est comme si c'était des players, ils vont faire ce travail-là. Un autre travail aussi, parce que là, c'est pareil, c'est du temps réel, c'est-à-dire que la partition est générée au fur et à mesure qu'elle est excitée. Donc là, le percussionniste, bon, il joue des percussions, un set traditionnel, sauf que j'ai mis des micros partout. Et en fait, les micros étaient analysés, hein, donc avec des détecteurs d'enveloppe, des détecteurs de spectre et des choses comme ça. Et quand il tape, la partition, qui est une volumétrie d'une équation, et cette équation va se déformer, se stretcher, suivant les impacts, suivant les fréquences, suivant des choses comme ça. Et on proposait ça au public à la Biennale. Donc, on avait 2 visualisations. Une première visualisation au fond, dont vous voyez quelques éléments pas très bien. Et en frontal, en fait, à chaque fois qu'il tape, sa partition va réagir vis-à-vis des éléments. Voilà. Et la rétroactivité, alors ça, c'était mon truc à moi. En fait, c'est le Larsen de data. Donc, pour moi, une des solutions potentielles pour faire de la génération de systèmes. En fait, Yanix a une fonction très particulière qu'on appelle direct, c'est-à-dire que la sortie d'un objet, vous avez compris que ça envoie des datas, en Open Sound Control, mais peu importe, cette sortie peut à nouveau re-rentrer dans Yanix pour être dans l'entrée d'un autre objet. Et donc, vous faites comme ça, en fait, de la récursivité, c'est-à-dire qu'un objet
la sortie du premier objet va exciter l'entrée du deuxième, qui le deuxième va exciter le troisième, etc., etc. Donc, vous êtes dans un modèle très intéressant en termes d'écriture. Voici un exemple très simple de... Voilà, alors c'est vraiment bidon, hein, mais vous allez voir, après, c'est beaucoup plus compliqué. On voit les messages Open Sound Control qui arrivent derrière. Donc là, pour l'instant, on a un cercle, donc c'est que dalle. Et on va rentrer dans un mode direct où on va demander en fait que le premier cercle, dès que le premier curseur va passer le deuxième, automatiquement, le deuxième va revenir, paf, hop, il revient à sa position initiale et va rejouer le deuxième. Vous voyez un petit peu l'idée? Paf, je passe le premier trigger, le deuxième curseur revient, et si j'en mets 50, bah, derrière ça, j'ai une petite composition qui est liée en fait à la temporalité, quoi. Il suffit d'y associer une note différente, hein, par exemple. Et donc là, on ne fait rien, hein. C'est le premier qui envoie l'information au deuxième, qui envoie l'information au troisième, etc., jusqu'à en avoir autant qu'on veut pour faire des grosses polyphonies, bien sûr, autour de ça. Alors, j'ai poussé un peu le bouchon parce que ça, c'est pas très passionnant. Après, j'ai poussé le bouchon avec les langages, en fait, dans le domaine de la domotique, plus généralement des robots, parce que c'est très intéressant, en fait, les langages des robots. En fait, quand vous travaillez avec un robot, donc là, je travaille avec un robot un petit peu spécifique, mais ce qui était intéressant, c'est je voulais comprendre en fait comment le langage du robot, si je veux prendre la préhension d'un objet, par exemple celui-ci, donc comment je vais demander à ce robot industriel d'aller chercher, un peu le son, d'aller chercher cet objet-là. Bah, en fait, étonnamment, quand je demande ça au robot d'aller chercher cet objet-là, bon, en déclarant un certain nombre de choses, en fait, on s'est aperçu de pas mal de trucs qui nous intéressaient en termes du langage robotique. Donc, on a implémenté finalement à l'intérieur de Yanix, que vous voyez légèrement sur la gauche ici se déplacer, autour du robot par lui-même. On a mis un pointeur à laser et la possibilité de piloter le robot en temps réel. Et Yanix devenait la partition principale du robot pour faire une performance, hein. Donc là, on est en Turquie, en fait, et donc on est en train de travailler sur cette résidence du robot. Donc Yanix devient aussi, finalement, le partenaire d'un langage robotique dans lequel nous, on n'a pas le langage embarqué, mais en tout cas, on va piloter le langage avec un système de réseau, hein, tout bêtement, de TCP/IP, donc on convertit l'UDP en TCP/IP, et piloter le robot pour pouvoir projeter des images, faire des zooms. Là, on avait mis une caméra, on avait mis pas mal de choses. Donc, c'était plutôt une expérimentation pour s'assurer que Yanix était capable aussi de pouvoir entrer dans des mondes de langage qui n'étaient pas du tout faciles. Et donc, c'est ABB, qui est une grande société qui fabrique des robots. Et ce que vous voyez en haut, en fait, ce qu'on a vu très légèrement, c'est vraiment Yanix avec les courbes autour de ça. Enfin bref, voilà, ça c'était un premier chapeau sur Yanix. Alors peut-être, putain, il est déjà 4 heures. Yes, bon, allez, ok. J'ai combien de temps encore? Je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, hein. D'accord, ok, super. Allez, un petit peu de perception. Je savais que ça serait de toute façon trop long. Alors, juste un petit mot sur Holophonics quand même, parce que ce serait dommage de ne pas le faire, si je trouve mon petit bouton. Sur mon cheval de bataille, en fait, qui est l'illusion sonore, la perception, la psychoacoustique dont je vous ai parlé. Donc, j'ai la chance, comme je vous l'ai dit, de le faire depuis très, très longtemps. Et donc, maintenant, on développe depuis à peu près, je sais pas, 7-8 ans, on développe, en fait, avec l'IRCAM, des algorithmes, en fait, en psychoacoustique qui sont extrêmement pertinents. Donc, en fait, c'est du hardware. Alors là, pour être vraiment très clair, c'est du hardware, c'est une grosse machine. En fait, c'est quoi? C'est un PC sous Linux avec une carte qui nous permet d'avoir 256 entrées et 256 sorties audio avec 4 millisecondes de latence sur l'ensemble du flux. Donc, c'est vraiment très, très véloce. Donc, ça n'a rien à voir avec les interfaces audio que vous mettez autour de ça. Donc, on utilise un protocole sur IP qui s'appelle le DANT, qui permet d'envoyer du réseau finalement un peu partout. Et derrière ça, de créer en fait le plus important des sources virtuelles. Donc, créer une source virtuelle, c'est typiquement, si j'avais ici en 3D un maillage, c'est comme ça que ça s'appelle de haut-parleur, donc en élévation, même au plafond, etc., je pourrais de façon très très simple vous faire voler une mouche d'ici, vous la faire déplacer, et la perception de chacun aurait le sentiment que cette mouche, effectivement, se déplace dans la même direction que celle que je perçois. Donc, il y a plein d'algorithmes, hein. Et donc, ce travail, en fait, il a été fait après une constatation aussi très importante. Et ça, pour moi, ça, c'est une des grandes révolutions des dispositifs aujourd'hui de projection du son. C'est que là, vous voyez typiquement ce que c'est que la stéréo. C'est-à-dire, c'est 1931, c'est l'âge de pierre. On est dans une idée, quand vous allez à un concert, vous êtes à gauche du concert avec des haut-parleurs, bah, vous entendez évidemment beaucoup plus qu'il y a à gauche, qu'il y a à droite, etc. Donc, c'est une tannée. Donc, aujourd'hui, dans la musique classique et la musique opératique, par exemple, bon, il est hors de question qu'on utilise ces systèmes qui sont encore à peu près bons pour les gens qui font du rock, mais en tout cas pas bons pour nous.
Donc, l'objectif a été, dans les 3-4 dernières années, c'est de développer un algorithme qui nous permette de sortir de cette contrainte historique depuis 1931 qui s'appelle la WFS. Et donc, je vais vous montrer en fait comment ça marche rapidement. Donc, comment fonctionne un front d'onde. Et donc, on a une source qui est quelque part dans un espace. Hein. Donc, on va avoir une propagation. Hein. Je pense que vous connaissez l'idée de la propagation du son. Donc, c'est sur les molécules d'air. On va positionner ça. Et là, on voit qu'on a créé, en fait, au lieu d'avoir une stéréo gauche et droite, on va créer un certain nombre de haut-parleurs qui vont être associés avec une densité, c'est-à-dire un nombre de haut-parleurs qui va être plus ou moins élevé. Plus la densité sera importante, plus le maillage sera intéressant. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on voit ici dans cet exemple-là? C'est que si j'ai une source virtuelle qui est positionnée dans l'air, qui est ici relativement plutôt vers la gauche, ben je vais voir que je ne vais pas avoir un seul haut-parleur qui va être actif. Mon front d'onde va se déplacer et va me permettre, en fait, quand j'ai ces deux sources qui sont ici, de corréler beaucoup plus l'ensemble. C'est quoi le résultat? Bah, c'est que je fais plus aucun concert sans WFS en termes techniques, de projection du son. Donc, j'utilise pas de panoramique d'intensité, j'utilise pas tout ça, etc. J'utilise cette technique qui me permet, en fait, pour n'importe quel auditeur dans une salle, qu'il soit à gauche ou qu'il soit à droite, qu'il soit en haut, qu'il soit en bas, il entend plus ou moins, pas parfaitement, mais quand même plus ou moins la même chose. Et ça, c'est un objectif vraiment de développement technique très, très important pour nous qui faisons de la projection du son, pour la musique dans son ensemble, pour la performance, pour l'électronique, pour ce que vous voulez autour de ça. Donc, la WFS devient pour moi en tout cas, et puis pour je crois pas mal d'ingénieurs du son, enfin pas mal, pas assez encore, mais c'est ce qu'on essaye de défricher, c'est-à-dire devient finalement l'outil idéal pour pouvoir faire des éléments autour de ça. Bon, je vais passer un petit peu les illustrations sur les précisions et tout ça, parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce qu'on peut voir aussi ici, regardez derrière, en fait, on va y arriver petit à petit, c'est le Panthéon. Et donc là, vous avez l'interface graphique d'Holophonics qui est derrière, et vous avez des sources virtuelles que vous déplacez, c'est les petits boules que vous voyez bleues. Et en fait, c'est un son, ça, hein, donc c'est une source virtuelle, et elle va pouvoir se déplacer à convenance suivant un certain nombre d'algorithmes. Et vous voyez quand on a pris la partition et qu'on l'a angulée comme on le ferait avec n'importe quel logiciel en 3D, eh ben, on a sa représentation dans l'espace de poisson zénithal, où on l'a, si on met un angle, on peut être en 3D. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux évidemment mettre une mouche là-haut, mais je peux mettre de l'eau au sol. Donc, j'ai cette idée d'élévation qui est la façon naturelle dans laquelle on écoute. Hein. N'oubliez pas que c'est notre seul capteur en 360 degrés. Hein, donc, c'est important d'en profiter. Il nous sert d'alerte aussi au cerveau. Donc, dès qu'il se passe quelque chose de dangereux, le cerveau, c'est pour ça qu'il est toujours actif autour de soi. Et donc, l'audition, c'est l'élément cognitif le plus intéressant en termes spatial, hein, j'entends, autour de ça. Donc, voici quelques éléments. Donc, là, on voit Holophonics derrière. On n'aura pas le temps de le voir plus en détail. Bon, plein de projets qu'on a fait, mais c'est pas très intéressant pour l'instant. Mais on voit là qu'on est dans aussi Holophonics. Évidemment, la 3D, après, est devenue une obsession. Donc là, on voit typiquement un projet que j'ai fait pour Bob Wilson, que je vais vous montrer en 2 minutes, très, très rapidement, que j'ai fait à la Sainte-Chapelle, et dans lequel on a utilisé Yannick aussi autour de ça. Donc, voici ce fameux petit projet qui s'appelle Gloria. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Bob et sur lequel, en fait, l'objectif était pour les monuments nationaux, c'était de faire une installation à la Sainte-Chapelle, mais dans lequel, à la fois, il fallait respecter le monument. Vous connaissez peut-être ces vitraux, au moins d'un point de vue, je dirais, web, de les avoir vus quelque part. C'est une beauté hallucinatoire. Et donc, comment on fait pour intégrer un dispositif de projection sonore à l'intérieur, des transducteurs, sans que ça soit au détriment de pas mal de choses, et de voir comment l'artiste Bob Wilson va s'emparer du lieu pour faire pas mal de choses. Donc, voici le lieu sur lequel on a passé. Donc, du coup, voilà, c'est une création sonore, rien de spécial. Et donc, on a été jusqu'à, évidemment, intégrer le haut-parleur comme un élément qui fait partie de l'architecture. C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir lui donner une représentation pour le faire disparaître, en fait, autour de ça. Donc là, on va voir en 3D un parcours à l'intérieur des éléments. Donc, on a mis des éléments virtuels. Donc, comme vous voyez un petit piano, c'est une source virtuelle, hein. Autour de ça, les petits vumètres, c'est-à-dire les petits éléments comme ça que vous voyez ici, c'est effectivement ma source, comment elle est déployée dans mon espace. Donc, on voit qu'on a des sources en haut, on a des sources qui sont ici dans un équateur. C'est une pièce relativement simple en termes de spatialisation, mais à la fois, Holophonics nous permet de nous balader à l'intérieur d'un objet tridimensionnel de façon précise, soit en mode filaire, soit en mode plein, hein, avec des solides, hein, c'est pas le problème autour de ça. Mais globalement, ça permet
je dirais, nous, en tant que personne en charge de la projection du son, de créer notre espace de cette façon-là. Là, moi, je suis en train de travailler de la réalité augmentée, enfin la réalité surtout virtuelle pour l'instant. Bon, moi, je m'amuse à prendre des sources comme ça pour voir qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est intéressant de prendre une source, est-ce que ça fait des choses. Donc là, déjà, au moins dans cette représentation, on a une petite idée de ce que ça fait. Le Festival d'Avignon, parce que ça aurait été dommage de ne pas en parler. Donc le Festival d'Avignon, je pense que Clarisse a dû vous en parler plusieurs fois. En fait, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est une des plus grandes salles d'Europe en termes de largeur. Donc on se retrouve avec un gradinage qui est infernal. On se retrouve avec aussi, surtout une problématique, c'est qu'on peut rien faire dans cet espace-là. On peut rien accrocher. On a 2 échafaudages sur la gauche et la droite en latéral. On a une scène et à partir de là, c'est terminé. Donc il a fallu développer pour Avignon 2 choses. La première, c'est que on a des problèmes d'intelligibilité des acteurs quand ils sont en train de lire un texte, enfin de jouer une pièce de théâtre, pardon. Et donc ça, c'était un vrai problème. Et donc on a essayé des centaines et des centaines de choses pour arriver. Enfin, pas moi particulièrement, c'est plutôt du coup pour le coup le Phoenix en soi et surtout Amadeus qui se sont intéressés. Enfin, les deux se sont associés, mais il a fallu développer en fait des haut-parleurs spécifiques. Donc il a fallu développer finalement des outils, donc des haut-parleurs pour le coup spécifiques qui nous permettent d'avoir une propagation qui est intéressante. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est évidemment la salle, et vous voyez derrière ici, enfin derrière, vous voyez sur le côté les fameux échafaudages, mais on peut pas avoir, on a une limitation de poids, on a une limitation de plein de choses, et en fait, on a une rampe de scène, donc ce qu'on appelle le nez de scène, en fait, c'est la partie noire que vous voyez sur le plateau, et ben donc là, il y a eu ce développement de cette rampe, en fait, qui a permis de couvrir la moitié, quasiment la moitié du gradin. Et donc, comment faire? Dans l'illusion sonore, voilà, vous la voyez ici un petit peu plus précisément, cette rampe, donc elle est enfin, elle doit être intégrée pour des questions de visualisation, elle doit être invisible, donc ça c'est le cahier des charges d'Avignon. Ah non, 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 on touche à rien, on peut rien accrocher, on peut rien faire. Donc les contraintes sont telles qu'évidemment, il faut trouver des solutions originales. Donc on a utilisé à nouveau de la WFS pour pouvoir faire ça, sur l'intelligibilité, là on voit les angles pentus, mais il a fallu développer un autre haut-parleur spécifique qui est cet haut-parleur-là, que vous pouvez maintenant trouver à Avignon. Donc, si vous y allez dans l'année prochaine, par exemple, donc c'est une colonne spécifique qui est assez haute et qui a la particularité en fait d'avoir une projection très importante et très fine et surtout pas lourde. C'est-à-dire qu'on peut accrocher ces éléments-là et faire des choses. Donc, on se retrouve avec une WFS en frontale, dans cette technique un peu étonnante de, en fait, finalement, je peux avoir de la profondeur, peut être à droite, à gauche, c'est pareil, et en même temps d'avoir de l'énergie pour le public qui est évidemment au du gradin. Donc là, on a réglé ces problèmes d'intelligibilité par le fait de la sonorisation maîtrisée et donc du renfort en fait sonorisé. Mais derrière ça, c'est du développement. On est obligé de développer des outils à façon autour de ça. Donc après, les systèmes de tracking et un certain nombre de choses. Allez, un autre projet rapidement, puisqu'il me reste 3 minutes, je pense, enfin 10 minutes, c'est le Panthéon. Donc plus en détail. Donc le Panthéon est un projet qui a été mené par la présidence de la République et Monsieur Macron, qui ont demandé à Amsel Kiefer, un des plus grands plasticiens, si ce n'est pas le plus grand en termes, je dirais, de prestige, et à Pascal Dussapin de faire une installation pérenne dans le lieu, donc du Panthéon, et sur lequel j'ai travaillé pendant de longs mois autour de ça. Ce qui va être le plus intéressant, c'est ce qui va venir. Donc, en fait, on a les premiers tests que j'ai fait au Panthéon, c'est très particulier. Vous êtes dans une acoustique qu'on appelle très généreuse, donc de la réverbération. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Surtout dans les basses fréquences, on a vraiment des grands temps de réverbération. Donc, il a fallu choisir l'instrumentarium. On a fait quelques tests, on a commencé à mettre un piano avec des haut-parleurs comme ça. Bon, c'est juste l'enfer, boum, 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 ça résonne de partout. Les multiples échos font, la contextualisation, l'espace, on peut pas faire ça. Donc, on a essayé de chercher qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Et en fait, on s'est, avec Pascal, on s'est vite mis sur la voix, parce que la voix, elle, par contre, elle marche formidablement bien dans le lieu. Donc, on a travaillé avec le chœur Accentus, qui est un des grands chœurs autour de ça. Donc, avec, pas énormément de chanteurs, mais on avait quand même 17 chanteurs qui étaient par pupitre, pour ceux qui connaissent bien tout ça. On a travaillé avec le chœur Accentus, je les ai enregistrés. Là, vous voyez quelques photos et éléments. Et là, ce que vous voyez derrière, c'est encore la partition qu'il y a autour de ça. Mais on voit encore les déplacements ici. Donc là, vous êtes dans Yanix et Holophonix en parallèle. C'est-à-dire qu'Holophonix, c'est cette capacité de pouvoir prendre une source et de la déplacer avec des algorithmes que je vais vous montrer juste derrière. Et après, derrière, la représentation du plan, elle est importée dans Holophonix. Voilà, là, on passe en 3D. Donc, on voit les niveaux finalement à laquelle on veut percevoir un objet dans cet espace-là. Voilà. Donc 70 haut-parleurs quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce que vous voyez à gauche légèrement là,
c'est un mixage entre Holophonics et Yanix. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait des trajectoires de déplacement et un certain nombre de choses. Holophonics n'est absolument pas du tout doté pour ça. Donc là, c'est un mélange entre une partition tridimensionnelle, donc d'écriture, et c'est ce que j'appelle, et c'est ce qui s'appelle la composition spatiale, qui vous permet en fait de déboucher. Pour comprendre que si vous êtes en stéréo, vous mettez la même chose, le même son ou la même origine fréquentielle du son, bah, qu'est-ce qui va se passer? On appelle ça un effet de masse, c'est-à-dire qu'il va disparaître à terme. Donc en fait, quand vous êtes capable de pouvoir composer, mais dire je mets un objet musical ici ou électronique ici, puis un autre ici, puis un autre là, puis un autre là, vous avez beaucoup plus de possibilités, puisque vous n'avez plus de masquage, on appelle ça du masquage. Hein. Et donc ce masquage va se déplacer. Je ne parlerai pas des algorithmes, mais ça c'est un algorithme assez intéressant, c'est une KNN qui a été utilisé pour tout ça, mais j'ai pas le temps d'en parler. Globalement, voilà. Donc là, on voit Yanix. Alors là, vous n'êtes plus dans Holophonics, vous êtes dans Yanix. Et donc, vous voyez les curseurs qui sont ici et qui vont faire des éléments, parce que j'avais mis j'ai mis une couronne, en fait, au-dessus du pendule de Foucault. Donc, il y avait 8, je crois, 8 haut-parleurs au-dessus. Et puis après, j'en avais mis 50, je crois, au deuxième balcon. Enfin, on reverra ça tout à l'heure, parce que j'ai déjà oublié. Mais globalement, c'est ça. Donc voilà, là, on voit la répartition. En bleu, vous avez cette première, donc c'est un 68.2 au niveau des haut-parleurs. Donc oui, il y a quand même pas mal de monde. Et donc, il y a deux niveaux. Hein. Donc, l'intégration des haut-parleurs a été une des clés fondamentales. Là, je bosse sur plusieurs logiciels en même temps, mais là, c'est moi que vous voyez derrière. C'est effectivement la partition Yanix que j'essaye de manipuler avec Adrien et toute l'équipe qui m'entourait pour faire ce projet-là. Donc là, ce qu'on va faire aussi, les contraintes, ça va toujours être les mêmes. C'est-à-dire que vous êtes avec les monuments nationaux, ils vous disent, mais attendez, même pas en rêve, vous posez un câble, vous posez un truc, je sais pas quoi. Donc s'il y a un haut-parleur, il faut qu'il soit de la même couleur de la pierre. Donc on a poussé le bouchon jusqu'à prendre de la photométrie, c'est-à-dire faire des photographies finalement de la partie de la pierre, et puis de demander finalement à quelqu'un des Beaux-Arts de nous refaire le tissu acoustique de la même couleur pour que ça soit intégré dedans. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est très important. Et on voit finalement les haut-parleurs, là on les voit, alors ils sont en indirect, je ne vais pas vous raconter, mais globalement, donc ils me permettaient d'exciter finalement la coupole, hein, qui est un objet très intéressant d'un point de vue géométrique, et donc de l'exciter, c'est pour ça qu'elles ont ces éléments-là. Donc là, on voit les problématiques qu'on a pu avoir, etc., etc. Donc il y en a plein, mais j'ai pas le temps. Malheureusement, on voit encore. Là, ce que vous voyez, ça c'est la représentation du Panthéon qui est dans Holophonics. Donc on a importé le plan du Panthéon en 3D. Hein. Enfin, c'est juste un import, il n'y a pas grand-chose. On prend plein de formats. Et donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les premières réflexions. C'est quand vous émettez un son, en fait, la première chose que vous allez avoir, c'est que vous avez un front d'onde qui va se déplacer, va d'abord exciter, c'est pour ça qu'on les appelle les premières réflexions. Après, vous allez vous trouver dans une deuxième partie qui va être la partie intégrante de l'élément. Et après, vous allez avoir la queue, qu'on appelle la tels, qui va être la résonance finalement en fait de votre acoustique. Donc plus elle va être importante, plus il va y avoir de réflexion, plus votre espace va être grandiose. Donc là, vous pouvez avoir 15 secondes de réverb. Si vous êtes dans une salle de bain, vous en avez 3 autour de ça. Et ça, c'est la représentation qui nous a permis d'orienter nos sources suivant les premières réflexions pour ne pas rater un certain nombre de choses. Une représentation zénithale des premières réflexions du Panthéon autour de ça. Et là, voilà la partie logicielle, finalement, sur laquelle on arrive. Donc là, se pose le problème. Très bien, on sait qu'on n'a que des voix. Parfait, très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme déplacement? On a Yanix, parfait, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on les déplace? C'est quoi l'idée? Et donc là, il y a eu beaucoup de questionnements. Bon, moi, je suis toujours intéressé sur Flapping Bird, ces choses-là, donc c'est des attracteurs d'oiseaux. Donc on simule les nuées d'oiseaux que vous avez dans le ciel, vous avez sans doute vu plein de fois, les martinets, des choses comme ça. Donc il y a un leader, et cet oiseau va se déplacer comme ça, et en fait, les autres suivent exactement dans la même approche, avec toujours gardant la même distance, et vont suivre typiquement l'ensemble de ces éléments-là. Donc c'est très intéressant d'un point de vue algorithmique. Donc on l'a implémenté dans des petites couches, des rustines maxiennes, en fait, de max, c'est ça que je veux dire, mais c'était pas suffisant, puis c'était surtout pas très intéressant. Donc on a continué à évoluer. Donc là, on voit une représentation hyper sommaire pour le coup, là, parce que c'est du max, autour de ça, avec un certain nombre de paramètres. Et on a cherché pour finalement arriver plutôt à des éléments comme ça, donc qui nous ont permis, vous voyez en haut en bleu les trajectoires. On voit le random, donc c'est l'aléatoire sur du KNN, je ne rentre pas dans les détails, des obliques sinusoïdales, donc des éléments géométriques qui nous ont permis de traverser l'espace, des cercles et des pendules, et des spirales et des cheminées. Donc derrière, maintenant, on avait développé un outil avec dedans des modèles physiques, de la gravité, de la non-linéarité. Comprenez une chose très importante, typiquement, je prends un son, j'ai 8 haut-parleurs autour de moi, je le fais tourner à la même vitesse tout le temps, le cerveau va s'y intéresser sur une révolution. Dès que la révolution va être terminée, le cerveau ne va plus s'y intéresser. Pourquoi? Parce que ça ne met pas en danger. Si c'est la même vitesse. La constance, la linéarité en fait, d'un objet dans l'espace, en termes de déplacement,
va pas intéresser le cerveau. Il suffit que vous rajoutiez un peu de friction. Imaginez que votre source, vous la mettez dans un tube, vous faites un cerce, on appelle ça une cerce, vous mettez votre objet sonore dans ce tube-là. Quand vous allez être dans les coins, vous allez avoir une force d'attraction en G qui va créer une friction sur la matière. Ça crée du bruit. Et ce bruit-là, en fait, le cerveau, par contre, ça va beaucoup l'intéresser parce qu'il n'y a pas de linéarité, donc il va être cognitivement très attentionné à cet objet qui se déplace. Donc, vous montez la charge cognitive de façon à ce que le cerveau s'y intéresse tout le temps. Donc, il suffit de rajouter un peu de bruit, des modèles physiques, pas mal de choses comme ça, peu importe, mais vous rajoutez un certain nombre de choses qui vous permettent de pouvoir, à partir de là, leurrer les éléments. La gravité, c'est génial. Faire tomber un objet, quand vous êtes en 3D, le faire tomber au sol, quel bonheur, parce que vous avez cette attraction, puis vous avez ce potentiel rebond. Quand vous êtes dans la mécanique des fluides, quand vous déplacez des circuits de données, j'entends par là des sources, des choses comme ça, vous allez les concentrer vers un objectif. Tous ces éléments de bruit, de noise, de modèles physiques font que la spatialisation pour le cerveau devient intéressante à partir du moment où vous l'abritez. Si vous restez dans la linéarité, votre spatialisation sera inintéressante pour le cerveau. Donc gardez ça dans un coin, parce que je suis sûr que ça vous servira si un jour vous en faites. Et donc on avait la possibilité, autour de ça, suivant les entrées, les sorties des sources et des choses comme ça, de chercher finalement une écriture spatiale qui corresponde à nos éléments. Donc pour ça, on utilisait de l'OSC. Et donc le compositeur, par contre, lui, travaille sur un DAW classique, hein, donc un logiciel qui permet d'importer et de manipuler des sons. Là, pour le coup, c'est du Logic Audio, que je connais même pas, mais enfin, peu importe. Autour de ça, on utilisait ça et on utilisait finalement l'automation du logiciel pour déplacer les sources, pour faire un certain nombre de choses. Alors, hop. Ah oui, je sais pas ce que j'ai. Chaque fois que je clique autour de ça, et juste une micro vidéo et puis j'en aurai terminé. Donc ça, c'est Pascal Dussapin, le compositeur français que vous voyez dans le Panthéon, en train d'écouter, en fait. Hein. Donc là, on est quand même dans un monument gigantesque. Hein. Enfin, ça rigole pas. Hein. C'est pas tout petit. Donc, moi, en train de proposer des choses autour de ça, Pascal en train de faire des choix et puis valider ou pas les choix entre justement tous ces éléments-là. Vous voyez effectivement derrière Holophonics, donc avec le déplacement des trajectoires. Ça, c'est Florence Darel, sa femme est néanmoins actrice. Vous voyez aussi un enregistreur en fait à droite, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas le laisser en temps réel tout le temps, ça consomme, je ne vous dis même pas, quoi. C'est des processeurs blindés, etc., pour manipuler des centaines de sources. Donc, ce qu'on fait, c'est dès qu'on a écrit la partition, même si elle est un peu générative ou un peu aléatoire, à un moment donné, on va fixer ça et on va l'enregistrer dans un enregistreur. Cet enregistreur va nous permettre de pouvoir reproduire à des instants donnés. Et donc, aujourd'hui, dans le Panthéon, si vous allez dans le Panthéon, tous les quarts d'heure, 10 minutes, je ne sais pas quoi, vous allez avoir 2 minutes de musique qui vient à ça. Donc là, après quelques interfaces de contrôle hyper sommaires, hein, donc là, c'est une interface motorisée que je manipule, pas pour le niveau. Alors là, c'est pour plutôt spreader. Ça, c'est Adrien, avec qui je travaille depuis très longtemps. Et donc, on est là. Donc là, vous retrouvez nos objets dont je vous ai parlé, du code Java. On a aussi derrière ça énormément de choses. Donc, on a l'informatique code qui va nous permettre de faire ça, quelques éléments de contrôle qui vont permettre de manipuler le code en temps réel et de proposer une version suivant ce que Pascal a envie, imaginé autour de ça. Donc, on est toujours force de proposition, le compositeur valide ou pas finalement à la fin. Hein, c'est relativement simple. Alors là, ces trajectoires que vous voyez, c'est qu'on passait en fait d'un élément en hauteur vers un élément qui était en bas. Donc, comme vous avez compris qu'on avait deux niveaux, donc on pouvait avoir la perception, l'illusion sonore finalement que le son montait dans la coupole et redescendait autour de ça. On profitait de l'acoustique finalement pour faire ça, quoi. Une autre petite vidéo aussi, où vous allez voir le travail d'Amsel Kiefer. Parce que c'est important en fait autour de ça. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est une vidéo de la présidence en fait. Hein. Donc ça, c'est Amsel Kiefer qui a donné, hein, qui a donné l'ensemble des œuvres à la France, parce que bon, c'est un des... Et ça, c'est après, c'est toute mon équipe, donc on travaille que la nuit au Panthéon. Alors c'était un additif, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas beaucoup d'éléments pour que ça perturbe pas trop finalement les gens qui visitent le Panthéon, on a rajouté les noms des soldats inconnus. En fait, il y en a 1500 ou je ne sais plus combien, que Florence Darel, sa femme, en tant qu'actrice, c'est pour ça que vous l'avez vu dans la vidéo précédente, qu'on diffusait, alors là, par contre, au niveau zéro pour les gens. Permet donc de pouvoir encoder en fait tous les paramètres audio dont on aurait besoin suivant un algorithme.
Et donc, travail la nuit, ça a été un enfer, c'était en plein hiver, je vous dis pas, tous les jours, on est arrivé à minuit, enfin non, on est arrivé vers quand la fermeture du Panthéon, quand c'était fermé, on travaillait toute la nuit jusqu'à 0 degré, c'était un cauchemar. Hein. Là, ça va, il faisait pas froid, à ce moment-là, donc multiples ordinateurs, multiples interfaces et composer l'espace. Voilà, c'est ça la question que je pose. Comment composer l'espace? Ouais, 1 an et demi pour nous de travail. Moi, c'est 1 an et demi de travail pour moi, hein, pour faire cette pièce. Hein. Parce que là, vous êtes obligé de mixer in situ. Vous ne pouvez pas sortir de la contextualisation. Vous ne pouvez pas faire une abstraction. Tiens, je vais faire ça à la maison, puis on verra bien. Il y a des moyens de réduction par rapport à la binauralisation et des choses comme ça qui vous permettent finalement quand même de percevoir plus ou moins un petit peu l'espace, mais en tout cas pas beaucoup plus que ça, quoi. Hein. Voilà, bon, show control, etc. Mais je crois que c'est fini. Après, il y avait cette histoire. J'ai plus de temps, hein, c'est ça. Hein. Non, j'ai plus de temps. Voilà, parce que là, c'était bon, c'était quand même intéressant. C'était la recomposition. Allez, 2 secondes. Je me laisse pas faire. Non, mais 2 secondes. C'est intéressant, c'est encore avec Pascal, mais regardez, ça, c'est un projet qu'on a fait avec du coup des outils de recomposition avec l'intelligence artificielle. On a fait ça donc en 2019, il y a déjà un bon petit moment. Donc, on a fait ça avec l'IRCAM, où en fait, l'idée, c'était la chose suivante. Ce que voulait faire Pascal, c'était d'enregistrer des comptines du monde entier. Donc, j'ai développé une application sur iOS et sur Android qui permettait aux gens gratuitement de pouvoir prendre cette application sur leur téléphone et d'enregistrer leurs comptines. C'est quoi une comptine? C'est au clair de la lune pour les Français, etc., etc. Donc, j'ai reçu des milliers de comptines du monde entier qui ont été envoyées directement dans un serveur à l'IRCAM. Et à partir du moment où c'était dans le serveur à l'IRCAM, on s'est tourné ça pour définir, on avait 14 descripteurs de haut niveau analytique qui nous permettent d'extraire dans l'audio des informations importantes pour les classifier, les recomposer et un certain nombre de choses. Et là, on est dans l'étape après la recomposition, c'est-à-dire qu'après, on a demandé de faire un morphing, plus ou moins, un morphing n'est pas le bon terme, mais en tout cas de faire une intégration entre au clair de la Lune et puis une autre comptine, je ne sais pas, de Bolivie. Et on a vu qu'il y avait des relations fréquentielles, qu'il y avait des relations prosodiques, qu'il y avait des relations timbrales et pas mal de choses. Donc, on a recomposé l'ensemble grâce à ces dons en fait, que nous ont fait le monde entier sur les comptines. Et après, on l'a exploité avec 64 haut-parleurs pour avoir une information très intéressante de pertinence spatiale autour de ça. Donc, il y avait plusieurs niveaux autour de ça, avec 4 subs, etc. Et donc, ça, c'est la régie d'exploitation pour le concert. Donc, derrière ça, on se retrouve toujours avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire des interfaces de contrôle. Il y en a 3 là, enfin 2 ici, puis après des visualisations autour de ça et on va faire les éléments. Et le reste, je laisse tomber. Voilà.